tous et bienvenue pour l'épisode 11 de la Weekly Sorare NBA, votre rendez-vous hebdomadaire le lundi 18h sur notre chaîne YouTube 5 majeurs Sorare NBA. On est ravis de vous retrouver. Encore beaucoup de choses parce que ce soir encore une fois une Game Week qui clôture à 21h à cause de la neige à Charlotte et le match est avancé à 21h heure française entre les Pels et les Hornets à cause de la neige. On a marre de faire le bulletin météo toutes les semaines. Donc, encore une fois, du cassage de tête très, très raccourci et en mode panique pour tout faire. Donc, on va encore aborder une fois de plus beaucoup d'actualités sur la NBA avec l'approche très, très proche même de la trade deadline qui arrive ce jeudi soir à 21h. Donc, une game week où il va falloir essayer d'anticiper. Je dis bien essayer parce que c'est l'enfer. Les trades qui arrivent, donc on va en parler justement dans cette vidéo. On va parler aussi des personnes qui sont en forme, les blessés et les calendriers et voir qu'est-ce qui est intéressant et quelle équipe il faut viser sur la prochaine Game Week. Bon, on était un peu long, mais bon, on va commencer tout de suite par les perfs. Et oui, les perfs de la semaine, on va commencer par la méga superbe mes perfs de la semaine. J'en perds les mots tellement c'était énorme et qu'on n'y pensait pas du tout. C'est notre ami Jarrett Allen qui... On le sentait un peu, je l'avais collé sur le Discord vendredi, notre ami Jarrett Allen sur les Portland Trail Blazers qui sont, désolé mon ami Ozzy, mais des vraies serpillères sur les pivots adverses. Alexar vient de faire un 73 sur les Portland Trail Blazers. Cette nuit, il nous a tapé un 40 points, 17 rebonds, 5 assists, 4 blocs, 2 steals, 0 turnover. Oh là 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 là. C'est énorme. Meilleure perf de sa vie sur le jeu soir, Jarrett Allen. Mais bon, voilà, c'est la faiblesse des Blazers sur les pivots adverses est dramatique. Et là, cette nuit, il nous a sorti une performance historique, très clairement. Ça a carry et ça a fait rager beaucoup de monde ce matin à vue des résultats de la nuit. C'est très très au-dessus d'une saison qui est vraiment pas bonne. Pas d'autre terme, vraiment pas bonne de la part de Jarrett Allen. Là, c'est un ovni sur tout ce qu'on a pu voir depuis le début de la saison. Et là, peut-être qu'il a lancé sa saison. Alors, si on regarde la Game Week qui arrive, ça joue que un seul match sur les Clippers. Donc, bon, c'est vraiment jeter une pièce en l'air et espérer que ça retombe du bon côté. Par contre, après, les Kings, les Nuggets, les Wizards, c'est une très très belle Game Week qui arrive dans la suite de ces prochaines journées de championnat où il peut être vraiment encore intéressant, sachant que Mobley, c'est pour ça aussi qu'il fait de la méga surperf. Mobley est toujours absent, il était annoncé entre 1 à 3 semaines, donc à voir quand est-ce qu'il revient. Mais là, il y a peut-être des bons coups à refaire avec Jarrett Allen sur les prochaines Game Week. Alors après, on a deux joueurs, parce que voilà, je touche à la Sainte Trinité, pour qui là j'enfonce des portes ouvertes et je joue la facilité, très clairement. Telle une passe de Luka Doncic face aux Washington Wizards. Je vous conseille de regarder ce match-là parce que c'était des barres de rire. Parce que on l'a fait un live commentaire sur le Discord Pépite Soir. On a très très fortement rigolé en regardant ce match-là où Luka Doncic a joué en chaussettes tongs avec une clope au bec et une bière à la main. Il leur a fait tout. Il a fait 77 points en 31 minutes. Il était en triple-double à la mi-temps. Voilà. Les Wizards qui ont été vraiment catastrophiques sur le terrain et en défense. Il n'y avait pas de défense, rien du tout. Il a fait tout ce qu'il voulait. Et énorme perf. Mais bon, voilà, Luka Doncic, depuis 15 jours, regardez-moi sa moyenne, c'est du 60. Il y a le petit 43 qui fait de tâche face à Cleveland. Mais regardez, 74, 68, 59, 75, 77, 60. On est quasiment plus de 60 de moyenne. Elle dit très haut, mais bon, MVP, donc ça fait du surscoring, de la surperf comme on aime. Donc, est-ce étonnant? Voilà. Et puis après, sur la Game Week qui arrive, les Nets, les Sixers, puis après le cadavre des Golden State Warriors, mais je pense qu'on va en reparler plus tard. Un match très intéressant face ici parce que derrière, sur tous les matchs qui arrivent, les Lakers, c'est pas très très bon en termes de bilan global, donc il va falloir gagner des matchs, parce que là, vous voyez, ça perd à Cleveland, ça perd à New York. Attention, les Lakers, pas avoir. On a une blessure de Doncic que ça part vraiment en cacahuète. Bis repetita, je fais CTRL-C, CTRL-V, c'est notre ami Nikola Jokic qui est revenu d'un mois de blessure.
On s'était dit vendredi, ouais, on l'aligne pas, c'est chaud quoi. Bon, on va l'aligner. Ah bah, le mec, elle est pas content. C'est pas le triplé, mais c'est double-double. En 25 minutes, hein, le mec, il fait un tranquille 31 points, 12 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, un seul ballon perdu. Le tout en revenant à court de forme. Hein, donc, Nikola Jokic, voilà. Alors, bien sûr, autre intensité, pas même aversité face à OKC. Et là, beaucoup plus compliqué. Hein. 6 ballons perdus, hein, c'est pour ça qu'il fait que 28. Hein, mais bon, il faut lui laisser le temps aussi de revenir tranquillement. Ça va sûrement être toujours monitoré à 25-30 minutes. Mais bon, c'est comme Luka Doncic, 25-30 minutes. C'est une journée normale de travail. Ça fait un triple-double. Et puis après, ça va boire la bière d'après match. Hein. Donc, à surveiller sur ce Game Week. Parce que ça affronte deux des meilleures défenses de la ligue. Hein, et c'est pas parce qu'il y a ce maillot-là qui est. Les chiffres parlent. Hein, sur les 6 derniers matchs, New York fait partie des meilleures défenses avec Détroit. Détroit, c'est déjà plus lointain, mais en tout cas là, ici, c'est très clairement largement au-dessus de tout ce qu'on a pu voir sur le reste de la ligue en termes de défense. Donc, à surveiller parce que c'est pas impossible, vu que c'est un back-to-back, que le Joker soit ménagé un des deux matchs. Alors après, il y a la problématique évidemment il est à deux matchs pardon, de rater, de plus être éligible aux récompenses de fin d'année et d'être élu dans le classement du MVP et tout. Donc ça va jouer aussi, mais c'est pas impossible qu'il soit peut-être un peu load manager et qu'il joue pas trop les 15 minutes réglementaires pour être sûr de pouvoir assurer sa présence dans le classement, dans les classements des récompenses de fin d'année. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il a deux matchs ratés d'éviter de plus être et être éliminé pardon sur les récompenses de fin d'année, et il a le droit, je crois, à 2-3 matchs où il peut jouer que 15 minutes. C'est pas impossible que sur un des deux matchs, il soit un peu load manager pour éviter d'une part de le blesser, de déjà réaccumuler de la fatigue pour le préserver sur le reste de la saison. Si on regarde après derrière, bon ben voilà, j'ai même pas envie de le dire, mais regardez tout ce qui reste derrière, le Joker, il mange ça au petit déjeuner, donc bon, on est content de le revoir enfin et de pouvoir l'aligner, ça fait plaisir. Le dernier joueur dont on voulait parler, c'est Cooper Flag. Cooper Flag qui prend un train d'avance sur le titre de rookie de l'année. Il nous sort une game week de folie avec un magnifique match-up face à Knuppel où il finit avec 49 points, 10 rebonds, 3 assists, un bloc. Match magnifique entre les deux rookies, mais Knuppel a été plus fort individuellement. Cooper Flag a été plus fort individuellement, mais Knuppel a fait un très bon match. Il a fait 54 points, mais il a la victoire. Donc, une équipe de Hornets qui est une très bonne surprise, hein, d'ailleurs, hein, qui fait vraiment de très belles choses, mais on essaiera d'en reparler un petit peu plus tard. Et un 57 face à Houston. Ouais, voilà, il a les clés du camion avec tous les blessés et le gars, il répond présent. Il a eu une petite baisse de régime ici entre des blessures et tout. Et ça repart bien. Hein. C'était la cheville, je crois, à ce moment-là, il s'était fait. Donc ça repart très très bien. L10 de 38, ça se joue tous les jours. Sur les Game Week, Boston, bon, on fait un peu la grimace parce que, à mon avis, ça va bien le verrouiller. Par contre, après, San Antonio en limite back-to-back, ça peut être vraiment très intéressant. Et après, les restes des matchs, sûrement contre les Lakers, ça peut être pas mal. Il y a des trucs intéressants. Donc bon, voilà, Cooper Flag, là aussi, j'enfonce des portes ouvertes. C'est un super joueur. Il a le temps de jeu, il a la responsabilité à Dallas. Donc on met ça tous les jours. On a fait le tour des perfs. Bon, maintenant, on va passer du côté obscur de la force et on va faire passer quelqu'un au tribunal. Et oui, encore une fois, quelqu'un qu'on aime bien, qui a déjà une carrière extraordinaire, et on va pas remettre en cause ça aujourd'hui, mais bon, Stephen Curry, que fais-tu encore aux Warriors? Qu'est-ce qui se passe? Saison horrible des Warriors, hein, équipe vraiment montée de façon bancale. Alors certes, on va dire pas aidé par la blessure de Butler, mais bon, est-ce que ça allait chercher un titre avec un empilement de vieux à la pré-retraite? On doit en douter fortement. Et puis à côté, les jeunes sur lesquels ont essayé de miser les Warriors, hein, coucou Pomziski, ça va pas du tout. Ils font une saison horrible. Hein. Brandon Pomziski, on pourra en parler, hein, parce que c'est une catastrophe, hein, ce qu'il fait le type. Hein. C'est un terroriste, hein, très clairement. Hein. Et avec ce supporting cast si faible, Stephen Curry doit forcer. Et Stephen Curry s'expose, logique, à 38 ans, à des blessures. Là encore un coup sur le genou. Alors bon, rien de grave, mais bon,
il va être quand même managé et géré. Il est annoncé aujourd'hui en day-to-day, donc pas sûr qu'il fasse beaucoup de minutes ou alors qu'il soit carrément sur le terrain. Pourtant, les Warriors ont vraiment besoin de lui. C'est une catastrophe les résultats et c'est très compliqué dans cette conférence Ouest qui est toujours aussi impitoyable. Et d'un point de vue individuel, Stephen Curry, désolé, on n'est pas sur des perfs dignes de Stephen Curry qu'on a pu voir les autres années. Hein. Ça dépasse péniblement le 50. Là, déjà, les perfs de début de saison aux alentours de 70 ou au-dessus de 70 sont déjà très loin. Là, ça fait un mois et demi qu'il dépasse à peine le 50. Mais bon, il est exposé tout le temps parce qu'il n'y a pas de coéquipier à côté qui prennent le relais. Niveau du porteur de balle, il n'y a que lui qui est vraiment serein. Jeski, c'est une catastrophe. Buddy Hield à côté, ça va pas. Kuminga, ça a été géré n'importe comment. Et finalement, le mec qui revient, il avait une chance avec la blessure de Butler de pouvoir se mettre en valeur pour la trade deadline, mais le mec il se blesse direct. Steve Kerr a un coaching toujours aussi douteux. Il s'est encore plus exposé cette année. Les Warriors, ça fonctionne pas du tout, hein, très clairement. Et lui, il fait pas des miracles, surtout encore plus à 38 ans. Donc bon, à voir ce que ça va donner. On n'est vraiment pas optimiste sur la suite de la saison pour nos amis les Warriors. La trade deadline va-t-elle tout changer? Est-ce qu'un Greg va arriver dans la baie pour sauver tout le monde? Il n'y a pas d'autre scénario en vrai, si on regarde ça, hein, parce que sinon ça risque d'être un long chemin de croix et Steph Curry aussi exposé à son âge, ça va être très compliqué pour lui de réussir à finir la fin de la saison. Donc, et l'horloge biologique tourne et il ne reste plus beaucoup de saisons au très haut niveau pour Steph Curry pour essayer d'aller espérer chercher un titre. Donc pour nous, d'un point de vue Sorare, c'est pas du tout ce qu'on attend. C'est pas du tout un joueur sur lequel on peut se dire que on peut compter sur lui pour essayer de faire un truc propre. Écoutez, hein, on verra bien, mais pour nous, c'est direct accusé. Ça va surtout rester sur le banc et on va pas trop l'aligner. Bon, maintenant, bien de cause à effet, on va parler un peu des trades. Eh oui, on va parler des trades parce que trade deadline oblige, fermeture du marché 21h. Qu'est-ce que la trade deadline? C'est la fermeture du marché et des transactions entre les équipes ce jeudi à 21h. Donc après ça, il n'y aura plus de transferts, il y aura potentiellement des signatures de joueurs libres pour finir et ajuster les rosters en prévision des playoffs. Grosse échéance parce que on attendait avec toutes les rumeurs qu'on a eues sur Ja Morant, sur Lamelo, sur Zion Williamson, Trey Murphy, l'effectif des Kings, évidemment Yanis. Là pour l'instant ça accouche d'une souris, hein, très clairement. On n'a pas de visibilité. Yanis bloque tout le marché à lui tout seul parce que si on a qu'une effectif, une franchise a la possibilité de signer un top 5 des meilleurs joueurs actuels en NBA, effectivement, ça se réfléchit et les mouvements vont attendre le dernier moment jusqu'à temps qu'on sache si Milwaukee enverra Yanis quelque part avant jeudi soir. Donc en attendant, ça bouge pas. Il y a eu quelques ajustements et tout. Donc là, c'est l'enfer parce que tout va se décanter là sous les 72 prochaines heures. Et ce qui veut dire ça, dire des joueurs qu'on va peut-être aligner, qui vont pas jouer, qui vont partir en plein milieu de la game week, qui feront un match parce que le temps de signer et de jouer, ils ne joueront pas le deuxième match. Donc ça peut être des grosses douilles en prévision. Donc attention à surveiller parce que tous les joueurs qui sont aux alentours des transferts, il va peut-être falloir éviter de les jouer. Ou alors c'est un gros risque et un all-in, on ne sait jamais. De toute façon, il faudra une énorme part de chance pour essayer d'éviter ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en attendant? On a eu un petit trade hier avec l'arrivée de notre ami DeAndre Hunter chez les Kings en échange de Keon Ellis et de Dennis Schroeder. Il y avait aussi les Bulls qui ont récupéré Saric, mais ça c'est vraiment anecdotique, on ne va même pas en parler. Qu'est-ce que ça va impacter au niveau de la rotation des Kings? Là, en l'état, je ne sais pas trop quoi en penser parce que, déjà, ce mouvement-là est catastrophique de la part des Kings, mais on va revenir côté Cavaliers après. Peut-être titulaire en Paul de Small Forward, mais c'est-à-dire que là, quand même, en attendant, les Kings, il y a Domantas Sabonis sur le départ. En tout cas, en trade, grosse rumeur du côté de Toronto. DeRozan doit dégager. Ou Zach LaVine doit dégager. Ou Malik Monk, potentiellement. Il était dans des rumeurs. On ne sait pas si finalement il va rester ou pas. Donc,
C'est cata, cette gestion des Kings, elle est vraiment catastrophique. Depuis le light de Beam, c'est une descente aux enfers encore, envie de dire. Donc, DeAndre Hunter, est-ce que ça peut être un go-to guy? Non. Est-ce que ça peut faire des perfs? Peut-être. Est-ce que c'est juste, il a à peine posé ses valises qu'il va repartir? Possible aussi. À voir ce que ça va donner par rapport à encore tout le ménage qui doit être fait dans cet effectif des Kings, hein, très clairement. Ça va peut-être sûrement donner du temps de jeu au niveau des points de garde. C'est ça qui nous intéresse. C'est qu'en fait, globalement, du Malik Monk, du Devin Carter, du Nick Clifford, ça va profiter en fait des départs de Keon Ellis et de Dennis Schroeder. Là, le poste de point de garde, bon, Russell Westbrook est bien sûr indéboulonnable, mais il va avoir du temps de jeu très fortement réparti sur un Malik Monk et voire même un Devin Carter, parce que là, il y a deux joueurs au poste, Schroeder et notre ami Keon Ellis qui sont partis. Donc il y a peut-être des petites affaires à faire au niveau des points de garde sur cette dramatique équipe que sont les Sacramento Kings. Côté Cleveland Cavaliers, alors, côté Cleveland Cavaliers, là c'est que tes coups doubles. Alors c'est déjà coup double au niveau juste de la au niveau des finances parce que ils ont déchargé d'un gros contrat et ils ont un Denis Schroeder qui vont vite bazarder et tout, mais surtout le contrat de Keon Ellis, qui est un joueur qui n'a pas été drafté, un joueur qui est avec un contrat de 2 millions, qui a un très bon pourcentage à 3 points et qui, c'est mon avis, mais je le donne, à mon avis, sera beaucoup plus haut au niveau de la rotation des points de garde. Je vois bien tout à fait un combo garde entre un Donovan Mitchell, porteur de ballon et comme d'hab à la baguette à l'attaque, avec un Keon Ellis qui derrière est un chien de garde en défense qui peut mettre des 3 points si on lui file le bon ballon et tout. Ça peut être vraiment intéressant. Je suis pas sûr que Schroeder soit vraiment si intégré que ça aussi haut dans la rotation parce que on a Darius Garland et le questionnement de Darius Garland. Quand est-ce qu'il va rejouer? Quand est-ce qu'il va pouvoir aligner 10 matchs d'affilée? Quand est-ce qu'il va arrêter d'être blessé? Mais là, il y a eu un bon move et un bon renforcement. Ça me fait pas plaisir qu'une équipe de l'Est récupère Keon Ellis pour si peu. Sachant que DeAndre Hunter a été dégagé, pas pour Dean Wade, hein, mais pour Jalen Tyson qui fait une super saison et qui est en train de progresser et qui peut potentiellement être candidat au MIP parce qu'il a vraiment fait des choses très très intéressantes et c'est l'une des rares satisfactions de Cleveland sur le début de saison. Donc, pour résumer, là, il y a quasiment rien la semaine prochaine. Il va y avoir de la maille parce que ça risque sûrement de bouger. C'est soit ça accouche d'une souris ce marché, ou soit c'est Apocalypse Now, il va y en avoir partout. Ça va être un carnage. Mais attention, prévoir dans vos line-up que vous allez faire ce soir les équipes qui peuvent potentiellement envoyer des joueurs et donc des joueurs peut-être pas alignés parce que ça va peut-être jouer un match, voire zéro, parce que ça sera tradé entre ce soir avec la clôture à 21h pour notre plus grand plaisir et ce jeudi 21h. Bon, on a fait le tour vite fait de cette petite parenthèse trade. On va maintenant revenir à un sujet beaucoup plus classique et banal. C'est les blessés. Les blessés, encore une fois, les Denver Nuggets, un véritable cimetière indien cette année. Et alors, ça a récupéré Jonas, ça a récupéré Nikola Jokic, Cameron Johnson va bientôt revenir, Christian Brown est géré vraiment optivé. Mais alors Aaron Gordon, à nouveau la cuisse, 4 à 6 semaines, revenu trop vite, trop fort, vraiment mal géré. Hein. Et donc, encore une fois blessé. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on se dit que sur le Joker, ça va peut-être y aller mollo. Hein. Pour éviter une Aaron Gordon. C'est pour ça aussi que notre ami Christian Brown est vraiment l'homme manager aux petits oignons pour éviter qu'il se reblesse. Hein, vous voyez, hein, il a rejoué un petit peu. Là, ça joue pas. Ça va être compliqué, hein, ça va tirer la langue, hein, Denver. Hein, ça continue jusqu'à la fin de la saison. On va espérer que ça s'améliore, mais ça va vraiment être compliqué pour Denver d'aller loin en playoff s'il y a autant de blessures. Hein. Donc, on l'a dit, hein, les joueurs qui peuvent potentiellement en profiter, c'était un Peyton Watson, mais 39, c'est trop haut. Et puis, globalement, en fait, le souci, c'est que tous les gros L10 là, qui ont été carry, qui nous ont aidés pendant toute la période, des absences longue durée du côté des Nuggets, là, en fait, on ne peut pas les utiliser parce que Nikola Jokic, quoi, qui centralise tout. Donc, compliqué de trouver des bonnes affaires, mais bon, voilà, Aaron Gordon, encore une fois, pas de retour avant fin février, début mars.
C'est vraiment la saison assez poisseuse du côté des Nuggets cette année. Deuxième équipe qu'on souhaite me mettre en avant sur les blessés et des joueurs, Anthony Edwards. Anthony Edwards avec un cas vraiment géré de façon, on va dire, douteux. Hein. On va pas trop dire là-dessus. Il est souvent absent en ce moment, Anthony Edwards, au dernier moment, avec un injury management. Problème au dos aussi qui traîne depuis le début de la saison. Et là, ce soir, sur cette Game Week, il y a Edwards qui est questionable. Avec la clôture 21h, on n'aura pas l'info, malheureusement. Youpi. Mais ouais, Edwards se gérait, en plus des absences qui viennent de nulle part au dernier moment, donc c'est pas terrible. Qui dit Anthony Edwards pas là, dit Bones Island to the Moon, hein, très clairement. C'est lui qui récupère le temps de jeu et qui est une très bonne surprise. Il passe outre. Enfin, Greenfish fait pas jouer en tout cas du Rob Dillingham, du. Comment il s'appelle lui déjà, Terry Shannon Jr. Enfin voilà quoi. Donc il y a peut-être des petits bons coups à faire sur la Game Week qui arrive. C'est en fait quelque chose qui est récurrent, qui traîne et on sait pas trop où on va, on sait pas trop quand ça tombe, mais quand ça tombe, ça fait très très mal parce que un aussi gros joueur manquer un match sur une Game Week, c'est vraiment pas terrible pour une line-up qu'on aligne. Et deuxième élément, là aussi c'est pareil, ça peut fortement impacter les performances de joueurs et les line-up. C'est Julius Randle aussi qui est douteux et questionable pour ce soir. Problème au bras. Et là aussi, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Hein. On ne sait pas trop ce que ça va donner. On ne sait pas trop où ça va aller. S'il rate le match, ça peut être vraiment intéressant pour notre ami Nazred. Ça peut être intéressant pour Jaden McDaniels. Donc il y a des choses à surveiller. Il y a peut-être des paris à prendre. Mais ces petites absences et ces petits questionnements, sans mauvais jeu de mots, du dernier moment, ça doit être pris en compte, surtout sur une Game Week aussi hasardeuse que celle que nous allons entamer ce soir. Dernière équipe, et là, c'est pas une blessure, c'est un joueur, le mec fait une performance énorme, il se fait contrôler derrière, allez hop, dopage pour notre ami Paul George. Alors c'est vrai, il a fait une performance, on a retrouvé un Paul George d'un autre temps, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu. Et comme par hasard, comme diraient les complotistes ou notre ami Fla, c'est là où il s'est fait contrôler, il s'est fait gauler par la police. Malgré cette performance-là, donc 25 matchs de suspension. C'est énorme. Ça déconne pas la NBA sur le dopage. En tout cas, quand il chope, hein, voilà. Je dirais rien de plus. 25 matchs de suspension, donc quasiment jusqu'à la fin de la saison régulière. Et donc, il y a peut-être des petits coups à chercher de ce côté-là. Hein. On a du Kelly Oubre qui peut faire des belles choses, Dominique Barlow qui va prendre le poste 4 titulaire, du Trendon Watford, du Jabari Walker, peut-être même du Quentin Grimes s'il est décalé en 3 avec une ligne arrière à côté, Maxi et VJ Combe. Donc, il y a des choses à chercher, à fouiller du côté des Sixers parce que l'absence prolongée comme ça est fixe. C'est ça l'avantage de Paul George. Va ouvrir le banc et va permettre des opportunités là. Donc très clairement, Kelly Oubre et Dominique Barlow, ça semble vraiment être les bons coups. Et même après, derrière, aller voir sur du Quentin Grimes, du Trendon Watford, peut-être même du Jabari Walker, Justin Edwards. Ça fait tous les noms là à voir et à essayer de monitorer, donc de surveiller pour voir si il n'y a pas des choses intéressantes à faire sur ces joueurs-là. Bon, on a fait le tour des petites blessures et des éléments qui arrivent. Alors bien sûr, il y a d'autres blessures qui sont arrivées. On ne va pas trop en parler. On en parlait tout à l'heure. Le Stephen Curry, je ne vais pas en reparler. J'ai déjà dit tout et l'effectif des Warriors est tellement dramatique que c'est compliqué de se positionner sur un joueur. On va maintenant aborder les petits L10 qui vont être intéressants sur la prochaine Game Week. Les petits L10 avec quelques petits bons coups à faire. Alors si on regarde nos amis de So Jets qui sortent, ils sortent beaucoup de Chicago Bulls. Parce que c'est la dernière Game Week, il y avait la moitié de l'effectif qui était out. On va temporiser un peu parce qu'il y avait pas mal de management et aussi peut-être aussi du trade en préparation avec un Kobe White que l'on sait très courtisé et sûrement sur le départ. On va pas se focaliser sur ces joueurs des Bulls parce qu'on pense que ça va se rééquilibrer.
À voir peut-être s'il y a un trade sur du Dylan Terry, Kawamura, j'y crois moyen, Patrick Williams peut-être, mais bon, pas non plus foufou là-dessus, Julian Phillips non plus. Donc nous, en fait, là-dessus, on préférait plutôt se focaliser sur du Jalen West, par exemple. Elle dit très bas. Saison comme Memphis, hein, globalement, hein, pas terrible, très compliqué. C'est quelqu'un qui peut vraiment faire facilement. Normalement, il devrait être plutôt à 20-25 de L10, hein, qu'à 14, donc il est vraiment en grosse sous-perf. Game Week qui peut être intéressant face aux Minnesota Timberwolves et surtout face aux Sacramento Kings. Euh, il reprend un peu de temps de jeu, on voit. Hein, c'est vraiment. Il n'arrive pas à tirer son épingle du jeu dans le marasme de Memphis cette année. Très compliqué pour lui. Peut-être avec le retour d'un vrai meneur, à l'instar d'un Ty Jerome qui revient de blessure, ça peut peut-être aider. Memphis et donc Jalen West à en profiter. À garder vraiment sur les radars parce qu'il y a vraiment une game week intéressante déjà là, celle qui arrive et puis même après où il y a un double header, double confrontation face à Portland et puis même après Golden State voire Denver, ça peut vraiment être vraiment bien. À voir, nous en tout cas on aime Jalen Wells, c'est vraiment très bon, hein. C'est vraiment un très bon joueur, un très bon shooter, mais c'est pas quelqu'un qui pourra up tout seul et améliorer ses perfs tout seul. Il faut vraiment qu'il soit dans un bon environnement. Memphis, c'est pas le cas cette année. Donc vraiment des choses peut-être à surveiller. Le deuxième joueur dont on voulait parler, c'est un pari. C'est Josh Okogie. Alors, on n'a pas parlé dans la catégorie blessure, mais notre ami Kevin Durant est absent sur le match de ce soir. 3 matchs sur la Game Week pour Houston. On en reparlera juste après. Très bonne Game Week. Et donc, Josh Okogie qui peut se retrouver titulaire et qui va se retrouver titulaire sur le poste de small forward et qui peut potentiellement prendre des minutes et un peu de shooting. On voit que sur les 2 derniers matchs, il a fait quand même 34 minutes et 22 minutes avec du scoring où il a doublé son L10. Donc il y a peut-être un monde où potentiellement il peut faire des choses bien, sachant que ce soir en plus ça affronte les Pacers. Ça peut être très intéressant ça. Boston, on aime moins. Et puis les Hornets, à voir si, comme notre ami Kevin Durant est absent, peut-être qu'il raterait encore un des 2 autres matchs en gestion à voir, mais c'est vrai que l'absence de Kevin Durant ouvre des possibilités et Josh Okogie pourrait en faire partie des joueurs qui pourront en profiter, surtout sur les petits L10. Donc ça pourrait être vraiment pas mal. Ouais, absent pour une blessure à la cheville, une petite entorse. Donc ça risque peut-être de le load un peu manager sur la Game Week, surtout que au vu des oppositions, Sengun ou Amen Thompson, ça peut très largement suffire. Donc à monitorer, ça peut être vraiment bien pour justement compenser des petites blessures. Un Josh Okogie à 15, ça peut être un bon coup. Autre joueur, et là on va parler un peu des Sixers, mais on en a parlé juste avant. Comme quoi on suit des fois. C'est tous les joueurs qui vont profiter de l'absence de Paul George. Donc là, bon, on a mis sous les projecteurs Dominique Barlow qui a eu son heure de gloire sur le début de saison et tout le monde s'arrachait. On est vite revenu à l'essence ordinaire. Ça va avoir du temps de jeu. Oui, Game Week de 3 matchs aussi. Ça peut être pas mal sur les Clippers, surtout sur les Lakers et même sur les Golden State Warriors. Le cadavre des Golden State Warriors, ça peut faire des trucs bien. Donc nous, on a un Dominique Barlow à 15 qui peut être très bien. Mais on a aussi un Trendon Watford qui est à 6, qui peut vraiment être bien aussi et être une bonne surprise. On voit que là, il a fait un 19, il a eu 17 minutes de jeu. Ça peut avoir 17-20 minutes de jeu sur un des matchs, là, sur la Game Week, et faire un très bon score. Donc, à surveiller. On avait aussi, j'ai dit, un Justin Edwards. Justin Edwards, il est un petit peu plus haut. Non, même pas. Ouais, voilà, un tout petit peu plus haut à 8. Ça a joué aussi un petit peu là. Ça fait jouer 8 minutes, 25 minutes. Voilà, ça a DMP. Pas terrible sur ça. Et on avait dit peut-être aussi un Jabari Walker. Jabari Walker qui a fait 9 minutes, que 2 malheureusement. Mais voilà, donc il y a peut-être des choses à aller chercher du côté de Philadelphie, justement, petit L10. Nous, on met vraiment en priorité Barlow et Trendon Watford, parce que Trendon Watford a vraiment un bon L10 par rapport à Dominique Barlow à 15, ça commence peut-être déjà à être un peu haut. Donc dans nos range de petits L10, à Dominique Barlow et Trendon Watford, ça nous semble être des bons petits pics dessous la manchette. Et au vu de la Game Week sur 3 matchs, il y a de fortes probabilités que ça ait du temps de jeu parce que il va y avoir du management de Joel Embiid, bien évidemment. Donc à nous là-dessus,
on surveille très très fort ces équipes des Sixers. On pourrait même peut-être rajouter un petit bonus, c'est comme ça, c'est cadeau, ça fait plaisir, c'est la maison qui offre. Un Quentin Grimes, alors qui revient d'une petite blessure à la cheville, qui a raté 2 matchs. Il est revenu là ici, il a joué 16 minutes. Pas beaucoup de shoot, mais il peut prendre des responsabilités et faire des trucs intéressants. Donc on a des petits pics à aller chercher du côté de Philadelphie. Le dernier joueur, et c'est un peu une arlésienne, c'est Jonathan Isaac. Jonathan Isaac qui a des minutes. Alors vous voyez, là, niveau variance, là on se pose, on est bien. Ça pique un peu. Là, il a fait un petit 27 et un petit 20. Bon, c'est plus de double du LD, c'est plutôt pas mal. C'est clairement pas l'assurance Torix. Et en plus, quand on voit la Game Week au Kessie, on fuit en courant. Et les nets, ça peut être pas mal. Et surtout, il profite en fait du temps de jeu offert par un Franz Wagner out. Franz Wagner qui est revenu lui aussi trop tôt. Il a voulu impérativement jouer le match en Europe, chez lui en Allemagne, mais depuis, ça ne joue pas. Et on ne sait pas trop quand est-ce que ça va revenir. Donc il y a une redistribution au niveau du temps de jeu là-dessus. Et en fait, Jonathan Isaac, il joue et il joue plutôt pas mal. Il fait des perfs plutôt intéressantes depuis son retour. Alors, c'est vraiment le courant alternatif, mais ce qu'on cherche, voilà, hein, ici, là, du plus 20 quasiment, c'est des choses, des petits L10 qui peuvent faire des différences très clairement. Donc, ça ouvre tellement de possibilités sur un effectif de pouvoir rajouter ce genre de joueur. C'est clairement pas un joueur scoreur, mais c'est un joueur, vous voyez là, ici, qui noircit la feuille, qui fait des stats vraiment périphériques un peu partout. Donc ça peut être vraiment intéressant là aussi à surveiller. C'est pas lui qui fera le plus gros surperf, mais par contre, ça peut être vraiment une variable d'ajustement et ouvrir des possibilités avec des plus gros joueurs à côté, d'avoir un Jonathan Isaac sous le coude. Bon, maintenant on va quand même parler des match-ups qui vont arriver sur cette Game Week et sur la Game Week de ce week-end. Les match-ups pour la Game Week à venir et les équipes qu'on souhaite viser et qui ont des match-ups qui sont sur le papier faciles. On commence tout de suite par les Atlanta Hawks. On va articuler contre Miami et le Jazz. Donc Jalen Johnson, potentiellement du Daniels. Des choses vraiment intéressantes. Déjà à minima sur ces joueurs-là. Après, derrière, on a nos amis, voilà, là ici c'est un peu compliqué. Les Nets, bon, j'en parle même pas. Les Hornets qui sont dans une forme olympique, qui enchaînent victoire sur victoire et qui sont vraiment hyper intéressants à voir jouer. On l'a vu face à San Antonio, comment ils ont très bien joué face à San Antonio. Ils ont vraiment verrouillé Wemby. Match contre les Pels ce soir, donc à 21h. Merci la météo. Et les Rockets. Et il y a peut-être match, alors ce sera peut-être compliqué contre les Rockets, mais il y a sûrement match parce que les Rockets sont en back-to-back. Donc les Hornets sont capables encore de faire un résultat à Houston, potentiellement, parce que ils sont très en forme. Donc là-dessus, Knuppel, Miller, Miles Bridges, la Melo Ball, j'en passe, c'est des meilleurs. Peut-être un Colin Sexton en plus qui sort du banc, qui fait des choses vraiment intéressantes en ce moment, qui est très très adroit. Donc peut-être des choses à surveiller et tout. Après, si on continue dans la match-up, on a Détroit avec un Denver et un Washington. Ça peut être vraiment bien. Détroit qui est toujours aussi fort. Hein, donc un Jalen Duren à 34 de mémoire, ça peut vraiment être très intéressant sur cette Game Week. À Oscar Thompson à 28, ça peut être aussi très très bien. On a nos amis des Houston Rockets avec 3 matchs. Donc un Boston, là, ça sera compliqué parce que Boston, ça défend vraiment tellement bien. Mais ce soir, face aux Pacers et contre les Hornets, maintenant, je dis toujours Hornets, mais finalement, c'est plus un aussi facile match-up sur le papier qu'il y a quelques semaines. Là, on peut avoir du Alperen Sengun, parce que Kevin Durant absent. On peut avoir du Amen Thompson. On peut avoir peut-être aussi du Rich Shepard. Donc, des choses vraiment intéressantes peut-être à sortir notre manchette sur ce Game Week. Les Pacers en back-to-back, j'en parle pourquoi? Parce que le Jazz, ça affronte le Jazz la nuit de mardi à mercredi, donc il y a peut-être des pics intéressants à aller chercher. Les Lakers, bon voilà, on en parlait tout à l'heure avec Doncic, donc les Nets et les Sixers, ça peut vraiment être bien à surveiller. Les Clippers aussi, ça peut être pas mal entre les Sixers et les Cleveland Cavaliers, surtout que les Clippers, Harden et Leonard sont tous les deux pas sélectionnés pour le Star Game, et en général, des joueurs qui sont pas sélectionnés au Star Game, le match d'après, ils font une masterclass parce qu'ils sont pas contents, ils n'ont pas touché leur argent de prime.
Donc ça peut être pas mal. Memphis à fond de Sacramento notamment, ça peut être pas mal entre Minnesota et Memphis, surtout si Minnesota se présente sans Edwards et sans Julius Randle. Donc Jared Jackson Jr. qui fait de très bonnes game week en ce moment. Puis bon, Sacramento, voilà. Hein. Surtout le soir de la trade deadline où il y a peut-être la moitié de l'effectif qui va pas jouer. Miami, un seul match, mais Atlanta, donc attention danger, hein, ça peut être compliqué, surtout si finalement il y a un trade, il récupère Yanis. Donc Miami, compliqué de les jouer sur un seul match. Les Bucks, très bonne game week avec un back-to-back entre d'abord Chicago puis les Pels. Savoir comment les Bucks vont être impactés par la trade deadline et le départ, oui ou non, de Yanis. Ou alors un renfort pour essayer de dire Yanis, frérot, reste STP. Donc à surveiller. On a les Pels qui ont une bonne game week. Et encore, je dis bonne game week, c'est vraiment la force de l'habitude. Mais c'est plus aussi facile que ça sur les Hornets. Et surtout sur les Bucks, où là, ça peut être vraiment intéressant. Du Herb Jones, du Trey Murphy, surtout, je pense à du Trey Murphy 3, ça peut être vraiment bien. Du Zion Williamson, donc vraiment des choses intéressantes. Mes chouchous, ils ont une très bonne game week sur Washington et sur Denver. Je dis Denver comme si c'était des serpillères, mais bon, on va voir comment Jokic va jouer et compagnie, mais bon, il y a quand même une opportunité. Ça joue tellement fort depuis le Players Meeting de Brunson qui a vraiment de fortes probabilités. On a les Sixers sur 3 matchs sur les Lakers, les Clippers et les Golden State Warriors. Donc vraiment très bonne game week aussi pour les Sixers sur le papier. Il y a des choses vraiment qui peuvent vraiment être bons. Les Suns, on voit le logo des Portland Trail Blazers, donc mais Mark Williams sur les Portland Trail Blazers, ça peut être vraiment très très bon et faire un gros score. Booker est toujours absent, il devrait revenir là incessamment sous peu, sûrement sur la Game Week. Donc il peut y avoir du Dillon Brooks qui devient le go-to guy de cette franchise. On a encore Jalen Green qui s'est blessé, donc bon, ce sera pas encore lui. Peut-être du Gillespie, du Royce O'Neal, enfin voilà quoi, j'en passe et des meilleurs. Les Kings, non, parce qu'il y a trop d'incertitudes, donc ce sera non. San Antonio avec un match-up sur Dallas, ça peut être bien. Et son meilleur ennemi de la saison, OKC. Les Raptors entre Minnesota et les Bulls, ça peut être pas mal. Et le Jazz, à surveiller parce que Keontae George s'est blessé à la cheville ou à la jambe. Donc il peut y avoir du backup, du Walter Clayton Jr., surtout Isaiah Collier, qui peut avoir du gros temps de jeu et que ça peut être vraiment intéressant entre les Pacers la nuit de mardi à mercredi et aussi les Atlanta Hawks. Donc c'est à peu près les équipes qu'on peut viser sur cette semaine. Et si on se projette, et c'est la petite nouveauté de la semaine, merci Osiris pour son El Magnifico tableau. Si on se projette déjà pour la Game Week de ce week-end, Game Week, attention, qui va être elle aussi tronquée, parce que le 9, il n'y a quasiment pas de match. Je crois qu'il y a 3 matchs pour cause de Super Bowl. Là, on peut voir, si on regarde un peu, il n'y a pas beaucoup, il y a quasiment pas d'équipes qui ont 2 matchs. C'est l'enfer. Encore une Game Week, ça va être très compliqué. On a les Hawks contre les Hornets, donc ça peut être vraiment sympa. Les Hornets, là, sur les Hawks, ça peut vraiment donner du très très bon. Le Merdico, génial, les Washington Wizards contre les Brooklyn Nets. 2 matchs pour Boston en back-to-back entre Miami et New York. Il y a des choses qui peuvent être faites surtout sur Miami pour notre ami Jalen Brown ou l'arrière-garde Pritchard White. Si on regarde après, Cleveland sur les Sacramento Kings, c'est tous les jours, hein, très clairement. Denver sur Chicago, c'est tous les jours aussi les joueurs de Denver, on prend. Les Pacers qui sont back-to-back entre Milwaukee et Toronto, les Pacers, comme je l'ai dit la semaine dernière, on n'y touche pas, c'est trop compliqué à essayer de timer. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau les Knicks, ils sont aussi en back-to-back. Je crois qu'il y a une petite erreur, mais on en reparlera plus tard. Les Orlando Magic sur le Utah Jazz, on dit oui tous les jours. On dit oui tous les jours parce que c'est bon, c'est Boston ici, d'accord. Donc back-to-back New York entre Détroit et Boston. Moi perso, et c'est un fan qui vous parle, j'y toucherai pas parce que c'est trop compliqué les 2 matchs, ça va être l'enfer. Orlando sur Utah, voilà, il y a du monde qu'on peut jouer sur Orlando, du Desmond Baines, du Anthony Black, du Paolo Banchero. À surveiller aussi la situation d'Orlando parce que ça chauffe fort sous les fesses de Max Mosley qui pourrait se faire dégager. Les Sixers face aux Suns, c'est aussi très intéressant. On a les Wizards en back-to-back. Si on regarde les Spurs face à Dallas, ça peut être vraiment bien. Houston OKC, ça va être très beau ça comme match.
compliqué de jouer les deux. Les Clippers en back-to-back, donc ça peut être très bien pour Leonard et pour notre ami Harden sur la gueule des Kings. Peut-être aussi un John Collins, ça peut être pas mal, un Ivica Zubac. Double Portland-Memphis. Donc là, Jared Jackson Jr. tous les jours, hein, on vous le jouez. Ça va être vraiment très intéressant, ça. Et si on continue, je crois qu'on a fait le tour. Donc il y a des choses très intéressantes à voir, mais il y a déjà du cassage de tête à avoir sur ce week-end qui va être tronqué, avec une game week, avec pas beaucoup de matchs, malheureusement. Donc ça va être assez compliqué à se projeter. Et ça se répète un peu en ce moment. On aimerait bien un peu de repos, une classique game week qui clôture à 1h du matin et pas avoir d'éléments perturbateurs comme la trade deadline, le Super Bowl et j'anticipe déjà la semaine prochaine l'arrivée du All-Star Game avec une game week de week-end qui sera exclusivement All-Star Game pour la Saint-Valentin. Cet épisode 11 de la Weekly Sorare NBA est maintenant fini, on espère qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager, liker, mettre un commentaire, envoyez-nous de la force, partagez ce contenu, on aimerait que ça soit encore plus visible. Donc c'est vous qui pouvez faire la différence et pousser en avant ce contenu. On va vous souhaiter une bonne game week, il n'y a pas beaucoup de temps avant la clôture. Et on se retrouve, comme promis, la semaine prochaine, lundi 18h sur notre chaîne YouTube. Allez, tchuss!